Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Comme tous les dimanches, on fait un point sur le marché, ce qui s'est passé cette semaine, surtout ce qui se passera comme rendez-vous important la semaine prochaine. Quel est mon sentiment de marché? Qu'est-ce que je surveille comme niveau? Vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce que demain c'est férié aux États-Unis, c'est le Labor Day, la journée du travail. Donc on aura quand même les futurs d'ouvert, mais ce sera très très calme puisqu'il n'y aura pas de séance. Donc du coup, voilà, c'est une vidéo forcément un petit peu plus courte. Je vais vous donner mon sentiment un petit peu moyen terme, on va dire, sur les indices, même si en effet, il y a eu beaucoup de news la semaine dernière qui a fait que tout ça a été un peu chamboulé. Vous avez dû suivre, évidemment. Il y a eu énormément de stats, les NFP notamment en fin de semaine dernière, qui étaient très importants puisqu'on est toujours centré sur la Fed. Il reste 2 rendez-vous avant la fin de l'année, septembre et novembre si je ne m'abuse. Et du coup, voilà, le marché a pricé un statu quo pour les 2 prochaines réunions, estime que les stats ne sont pas suffisamment bonnes pour motiver la Fed à faire une hausse de taux supplémentaire. Et du coup, c'est pour ça que les marchés tiennent, c'est pour ça que les marchés, notamment le Nasdaq, ont performé. C'est parce que voilà, le marché, au vu des stats moyennes, estime que la Fed va arrêter sa hausse de taux. C'est donc le dossier du moment. Ça fait plusieurs mois que ça dure. C'est vrai que pour ceux qui ont connu les marchés depuis plusieurs années, on a eu d'abord des années après 2008 avec des politique monétaire ultra accommodante avec des taux extrêmement bas. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est la Fed qui est au cœur de l'actualité. Et bien sûr, le marché action n'aime pas les hausses de taux puisque voilà, ça a plutôt une corrélation avec une corrélation inversée avec les obligations et ce genre de produits. Vous le suivez, quand on a les taux qui montent, en général, on a les obligations qui montent aussi. On a plutôt les marchés actions qui sont un peu plus délaissés, on va dire, et inversement. Donc là, vu que on parle de fin de hausse de taux et il forcé de le constater que le marché a quand même bien tenu toute cette phase de 18 mois de hausse de taux. Et bien comme d'après le marché, ce serait terminados, eh bien on pourrait avoir une vague de hausse. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que techniquement notre graphique nous dit la même chose? Je suis un petit peu plus partagé. On a mis au second plan, mais il y a quand même pas mal de choses sans avoir un biais baissier qui sont pas bonnes. Notamment, rappelez-vous l'histoire d'Evergrande en Chine et ce pétard mouillé pour le marché. Et voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Je fais une toute petite parenthèse au sujet de l'histoire de MyForexon. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. J'ai communiqué à ce sujet-là sur mon Insta, sur mon Telegram. J'en ai parlé. Si je vous donne mon sentiment 3-4 minutes là pendant cette vidéo, je ne voulais pas faire une vidéo un peu putaclic, Ponzi, machin, pour faire des vues. Clairement, MyForexon fait partie des plus grosses prop firmes aujourd'hui. Faut pas mélanger, pas mettre tout le monde dans le même panier, bien que le business model effectivement a besoin d'une régulation. On le sait tous, évidemment, un faible pourcentage déjà de base des personnes qui tentent des challenges réussissent à être financées et encore un plus faible pourcentage réussissent à faire des retraits. Donc, il ne faut pas se tromper de combat et je pense que la première chose à apprendre, c'est apprendre à trader. En effet, après, je suis d'accord que aller sur une propre firme en sachant dès le départ que le truc il est pipé parce que MyForexFund serait accusé d'utiliser des outils pour pénaliser les traders financés. Moi, je suis financé MyForexFund. Je n'ai pas constaté d'énormes écarts. C'est vrai qu'il y a un peu plus de slippage que chez une propre firme comme FTMO. Maintenant, clairement, de là à dire que toutes les propres firmes sont un Ponzi, si on est contre les propres firmes, on est contre le trading. Parce que le vrai problème, ce n'est pas que les financés soient légèrement handicapés. Le vrai problème, c'est que ça vend du rêve. Ça fait croire aux gens qu'ils peuvent se retrouver avec des centaines de millions de dollars facilement et qui vont pouvoir générer des milliers de dollars par jour facilement. Il est là le vrai problème. Donc, moi, je pense que tout ça est évidemment triste, mais on va s'en remettre. Et j'espère que ça va donner lieu à une sorte de régulation, comme il y a eu MiFID 2 il y a quelques années chez les brokers. Pour ceux qui sont sur les marchés depuis longtemps, il y a 10 ans, on avait des brokers Forex, on avait le droit à faire des leviers de 1000 par exemple. Et à un moment donné, les autorités ont dit stop, on va réorganiser tout ça. Et il y a eu MiFID 2 avec notamment l'obligation pour les brokers de mettre la proportion de traders perdants chez eux en bas. Vous allez chez tous les brokers Forex, vous voyez chez nous 78% des gens perdent, etc. Eh bien, ce genre de pratique pourrait être une bonne chose chez les propres firmes pour que les gens prennent conscience déjà de la difficulté de la chose. Imaginons un FTMO, un MyForexFund 6 relève, un top step qui devrait noter et montrer patte blanche en disant voilà, chez nous, on a seulement 3% des gens qui tentent un challenge, qui font un retrait par exemple. Déjà, ça serait déjà une première bonne chose. Et ensuite, pourquoi pas, effectivement, mettre en place des régulations pour laisser les propres firmes sérieuses continuer à travailler et éliminer un petit peu tous ces scams parce que ça pousse comme des champignons, il y en a 3-4 nouvelles par jour et effectivement, c'est pas juste parce que pour monter un broker en tant qu'entrepreneur, il faut
des milliers, voire des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars, il faut avoir tout un tas de certifications, tout un tas d'homologations et de régulations, ce que j'estime normal, bien sûr. Mais pour monter une propre firme, tout le monde peut le faire. Donc effectivement, ce n'est pas d'une part équitable par rapport aux brokers. Donc peut-être que les brokers sont aussi à la source de ces histoires actuelles. Il faut savoir que les propres firmes leur ont fait perdre énormément d'argent. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Et de l'autre côté, pour protéger les utilisateurs comme nous, voilà. Si je dois vous donner juste un seul conseil, c'est attention aux propres firmes qui ne proposent que MetaTrader. Je l'ai toujours dit sur la chaîne. C'est un logiciel extrêmement simple. On apprécie parce qu'on peut le faire depuis son téléphone. C'est assez facile à utiliser et c'est tellement répandu que tout le monde est à fond MT4. Mais je l'ai toujours dit, MetaTrader est un logiciel apprécié d'abord par les brokers et les propres firmes parce que c'est ultra manipulable de l'autre côté de la machine. Et du coup, ça peut être un red flag. Effectivement, si la propre firme sur laquelle tu souhaites aller ne propose que MetaTrader et aucune alternative, ça peut être déjà ton premier red flag de dire « Oula, ok, attention, je vais peut-être aller autre part ou je vais peut-être attendre un petit peu d'y voir plus clair sur cette histoire-là. » D'ailleurs, moi qui ai participé au lancement d'une propre firme, la propre firme en question, elle est sur un autre logiciel. Un logiciel qui est open source, qui n'est pas manipulable pour ces raisons-là justement, par transparence. Donc, le secteur a besoin de transparence, le secteur a besoin de régulation. Je pense que c'est parti un petit peu en sucette. Il suffit de regarder les réseaux, les TikTok, les machins. Maintenant, ce n'est pas à cause de ça que la plupart des gens s'en vont en l'air d'abord. Et encore une fois, MyForex Fund avait donné ses stats. Il y avait 0,26% des gens qui arrivaient à faire un retrait. Donc d'abord, la première problématique, c'est de ne pas se lancer sur les propres firmes à l'aveugle sans être sûr d'être rentable. Voilà, parce que c'est ça d'abord le problème. Et effectivement, j'espère que si c'est le cas, encore une fois, respectons la présomption d'innocence, mais si c'est le cas et si c'est prouvé qu'ils ont handicapé leurs traders financiers, eh bien, j'espère qu'ils seront sanctionnés et que derrière, une régulation se mettra en place. De là à dire que c'est la fin des propres firmes, c'est un Ponzi géant, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Il y a de très bonnes propres firmes. Moi, j'adore par exemple TopStep, que j'aime beaucoup parce que c'est sur des futurs, parce qu'effectivement, les règles elles sont un petit peu plus strictes, mais tu as des logiciels pro, tu as des logiciels sérieux comme Cantower, comme NinjaTrader. Tu es sur un flux futur. Voilà, c'est beaucoup plus carré, c'est régulé, etc., etc. Et comme dans tous les domaines, il y a des abus. Bon, je comprends en tout cas. Moi-même, je suis touché puisque j'ai 600 000 $ chez MyForex Fund. Dieu merci, j'ai d'autres comptes financés. Je vous ai toujours prôné la diversification. On va s'en remettre et puis voilà, prenez du recul sur la situation et voilà, peut-être attendre un petit peu d'y voir plus clair. Je crois qu'on aura des infos le 11 septembre à ce sujet-là. En tout cas, je communique un peu plus à ce sujet dans mon Telegram, dans mon Instagram. J'ai jamais recommandé MyForex Fund personnellement. Ça ne veut pas dire que vous voyez, je ne vais pas vous dire j'ai vu qu'il y avait un truc bizarre. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai toujours préféré FTMO pour d'autres raisons et voilà, FTMO a communiqué comme quoi pour eux c'était super carré. Prudence quand même et hâte de voir la suite encore une fois. Voilà mon avis. Allez, cette semaine, on aura, donc demain c'est férié aux États-Unis, on aura quelques statistiques beaucoup moins que la semaine précédente, on aura les PMI des services et les PMI tout simplement aux États-Unis mercredi, on aura la Banque centrale canadienne qui donnera sa décision sur les taux mercredi. Donc attention pour ceux qui aiment trader le CAD. On aura les inscriptions au chômage aux États-Unis jeudi. Donc on aura encore quand même quelques stats. Et l'inflation en Allemagne vendredi. Ce qu'il va falloir surveiller de très près, on va commencer rapidement par les indices. Ce qu'il va falloir surveiller de très très près, les amis, c'est le dollar. Le dollar qui, effectivement, la correction qu'on avait eue, je vous en ai parlé dimanche dernier, rappelez-vous de ce plus haut précédent sur le dollar, cette petite zone des 104. Je vous avais dit, ça passera peut-être pas si facilement si vous avez vu cette vidéo. Effectivement, on a eu une petite conso du dollar, ce qui a permis aux indices en début de semaine dernière, notamment par ricochet mécanique, de monter. Et là, on a un dollar qui rattaque de nouveau cette zone, donc il va falloir surveiller ça. Bien sûr, pourquoi il monte ? Parce que voilà, les stats donnent telle indication, telle probabilité de pas de hausse de taux. Là, encore une fois, on parle d'un statu quo en septembre, mais la porte est encore ouverte pour le mois de novembre. Il va falloir surveiller beaucoup ce dollar. Si le dollar arrive à casser cette zone-là, ce ne serait pas très très bon pour les indices. Ce serait plutôt un signal vendeur pour les indices qui n'aiment pas un dollar qui monte, en tout cas les indices américains. Donc il va falloir surveiller ce dollar. Il y avait eu d'ailleurs une très belle fausse cassure au mois de juillet, c'était magnifique, fausse cassure par le bas, réintégration, magnifique. Là il va falloir surveiller cette zone. Si cette zone casse, attention. Mon avis sur les indices, on va commencer par le Standard & Poor's. Donc on est toujours dans la même situation que ce que je vous ai donné dimanche dernier, c'est-à-dire que d'après moi, vous devez connaître
Elliott, je sais qu'en ce moment, vous êtes plus intéressé par des ICT, etc. J'ai absolument rien contre. Et je regarde beaucoup de contenu à ce sujet-là. C'est super intéressant, mais finalement, même si c'est d'autres termes, on ne va pas parler de tendance, on va parler de structure, on ne va pas parler d'unité de temps majeure, on va parler de high time frame finalement. C'est les mêmes choses. À quelques détails près, on est dans les mêmes rouages finalement. Plus haut, plus bas, tendance, flux, etc. Et il y a quelque chose qui est quand même intéressant. Alors on va dire que c'est assez ancien, c'est vrai, et que ce n'est pas un outil pour prendre des trades à très court terme. Mais j'aime bien quand même regarder les vagues d'Elliott qui sont très subjectives et pouvoir me situer dans le mouvement actuel où est-ce qu'on est potentiellement. Et du coup, d'après moi, ça reste de l'analyse technique, mais c'est ce qui m'avait permis notamment jeudi de faire des ventes et d'avoir eu raison. On serait dans un début de vague C, vague corrective. On revoit bien la 1, 2, 3, 4, 5 avec les règles d'Elliott. Le 4 ne doit pas être sous le point 1. Le point 2 ne corrige jamais 100% de la vague 1 et la vague 3 n'est pas la plus petite. Et dans la correction potentielle, on a cette belle vague A, B, avec un retracement de 61,8 du mouvement précédent, donc c'est chirurgical. Et d'après les vagues d'Elliott, on pourrait avoir une vague C avec pourquoi pas un retour sur ce support long terme, ce qui a du sens finalement par rapport à ce qu'on a, mais économiquement, par rapport au dollar, par rapport au taux. Et ce qui ne serait pas une crise, encore une fois, de revenir sur un support à 4260, ça fait une petite baisse. C'est un peu mon sentiment. Donc ça peut effectivement faire attention. Il ne faut pas être hyper biaisé parce que sinon on va chercher que des ventes. Il faut trader ce qu'on voit. Mais ça ferait une petite baisse de 5,80, 6%. Ce qui serait un retour vers ce support. C'est mon sentiment, c'est mon scénario. Après, on va voir évidemment si ça se confirme. On va voir si on a des choses à trader. Ça ne veut pas dire que j'ai fait un short vendredi soir sur le Standard & Poor's. Parce que pour l'instant, ça reste quand même assez solide en daily. On est au-dessus des moyennes mobiles. On est quand même assez perché. Mais scénario que je privilégie à suivre évidemment pour les prochaines semaines. Quel est mon plan du côté des indices américains? On va commencer par le Dow Jones. Bon, voilà, encore une fois, demain c'est férié, vous l'avez compris. On va essayer de faire un petit peu abstraction de ça. Je vais vous donner mes niveaux que je vais surveiller la semaine prochaine. On le voit quand même toujours dans un canal intéressant, un canal ascendant qui fait son job, qui a fait quasiment son job vers les 34 070. C'était fin de semaine dernière. Il nous a retracé lui aussi pratiquement au point près. Regardez, 61,8 de la dernière vague de baisse. Donc ça veut dire que je fais cette vague de baisse, je rebondis, j'échoue sur 61,8. Très intéressant à surveiller parce que on peut continuer la baisse, mais on peut aussi casser ce niveau-là. Donc ça, c'est un niveau que vous devez mettre sur vos graphes en alerte. C'est-à-dire que si on voit un marché qui en début de semaine, mardi, mercredi, pète par le haut les 35 160, on sait qu'il pètera le 61 de la baisse, donc il y a une forte probabilité de retourner au plus haut. Donc c'est un niveau qu'on va mettre sous alerte, qu'on va surveiller. Pour l'instant, on est de retour dans les moyennes mobiles qui sont quand même assez plates. Et donc ce que je vois, en 4 heures, on est quand même toujours plutôt dans un flux dit haussier parce qu'on est au-dessus des MM. Mais je vois quand même, alors je les ai redescendus parce que quand vous allez voir, quand on zoome en 1 heure, il faut réadapter. J'aime bien tracer mes plus hauts et plus bas sur les clôtures. On est bloqué entre une espèce de zone de support vers les 34 760 et on a quand même le dernier plus haut qui est plus bas que le précédent. Donc on voit cette petite phase de conso. Et je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qu'on a retracé? Voilà pourquoi, regardez, j'avais décalé. Donc, on voit le 61,8 qui est juste là, qui n'est pas passé. La belle étoile du soir qui a provoqué une première vague de baisse. On fait un plus bas que le précédent. C'est intéressant. On fait un rebond de quoi? Je vous le donne en 1000. 61,8 tout pile du mouvement précédent. Donc, ce 61,8, il est vraiment ultra intéressant. C'est toujours des niveaux sur lesquels il se passe des choses. Donc, quand ça casse, forte probabilité que ça continue. Mais ça reste au départ une sorte de mouvement, une sorte de niveau, on va dire, clé et obstacle, voilà le mot que je cherchais. Et donc du coup, moi je vois ça. Je vois un flux qui ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle, un marché qui est un peu neutre. On a quand même fait un plus haut, plus bas que le précédent, mais on n'a pas fait un plus bas, plus bas. C'est-à-dire qu'on est venu 2 fois sur une zone 34 760, on va arrondir, qui est pour le moment support. Donc ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine, on va s'y tenir à ce plan-là. On va dire que si le marché repart à la hausse et casse son plus haut précédent, on va essayer de payer sur un petit repli pour aller chercher de nouveau les 61,8. Et là, on va surveiller ce qui se passe. Soit on a de nouveau un signal d'échec et pourquoi pas, c'est une zone à retenter en vente. Soit ça finit par passer et il faut continuer à faire des achats pour aller chercher, pourquoi pas, les 100%, on va dire, à moyen terme. Donc ça, c'est le premier scénario. Je tiens le support 760. Je ne casse pas cette zone. Il peut venir rechercher ce niveau-là, mais je ne le casse pas. Je pète le plus haut précédent. Je ne vais pas acheter pour l'instant avant ça.
ok. Et du coup, au-dessus du plus haut, je vais au moins chercher les 160 et après, on verra ce qui se passera sur les 160. Pourquoi pas une vente aussi là-dessus si on a un très beau signal. Pourquoi pas continuer à acheter si on voit que ça passe fort. Ok, donc ça fait partie des zones à surveiller. Donc ça, c'est un premier scénario pour la semaine prochaine. Je tiens les 34 770. Je pète les 35, on va arrondir, qui me donne un signal d'achat. Je vais chercher les 160. Après, voilà, on va rentrer sur d'autres setups, M5, sur des cassures d'OPR, ce genre de choses. Pourquoi pas. Scénario numéro 2, c'est un scénario plus catastrophique qui va un peu dans le sens de mon scénario sur le Standard & Poor's. C'est le marché pète les plus bas précédents. Donc, le marché repasse sous les 750 pour arrondir. Casse le support qu'on a ici. Et là, pas bon, effectivement, on pourrait corriger fort et aller rechercher le bas du canal, les 34 200. Donc, on va dire que grosso merdo, je déteste cette expression, excusez-moi de l'avoir employée, au-dessus des 35, plutôt des achats, on va dire légers, jusqu'à 160, voir ce qui se passe. Et c'est la cassure des 160 qui me donne, voilà, ça y est, ça pète, on pète le 61,8, on va acheter plus safe. Sous 34 750, plutôt des ventes jusqu'à 34 200. Voilà, ça nous donne les niveaux à peu près à surveiller pour la semaine prochaine. Le Nasdaq, il est quand même un petit peu plus fort, il est plus puissant. Lui, il l'a cassé 161,8. Ok, c'est quand même important à souligner. Il est passé au-dessus, il est venu le pullbacker, il s'est arrêté pile poil dessus vendredi. Donc oui, on fait 2 toupies jeudi, vendredi. Voilà, je pense que le marché, il avait beaucoup pricé les news et du coup, il s'est un peu arrêté. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Ok, on a eu raison d'avoir acheté, entre guillemets, le marché se dit, les grosses mains. Ok, on ne sait pas trop ce qui va passer la semaine prochaine. Ok, on marque une petite pause. 2 petites toupies qui sont des bougies avec des tout petits corps qui disent ok, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Mais force est de constater, on n'est pas vendeur là-dessus pour l'instant. Quand on voit ça, on est obligé de se dire ok, on a fait un plus haut, on est en flux haussier. Le 61 était passé, faudrait se tromper, entre guillemets, pour dire ça. En plus, quand on regarde le 4 heures, on a des plus bas plus en plus haut pour l'instant et des plus hauts, je parle des niveaux majeurs, qui sont de plus en plus hauts. Donc voilà, on va laisser 4 heures corps. Donc, on est dans une dynamique haussière du côté du Nasdaq. Mais forcé de constater encore une fois que cette zone 61,8, bien qu'elle soit cassée, pullbackée en délit, je vais juste décaler mon graphe pour que vous voyez bien ça, regardez juste en dessous, c'est une belle polarité qui a été résistance, support, résistance, et qui est passé, mais on ne peut pas dire que pour l'instant ce soit une cassure ultra franche. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine du côté du Nasdaq? Dans le sens de la tendance, dans le sens du flux, on va attendre qu'il casse le plus haut précédent, donc la zone 630 à peu près. Ok, je vais me mettre sur les corps. Je vais attendre qu'il casse le plus haut précédent pour continuer à faire des achats. Ok, avec en objectif 16 100, qui est le plus haut précédent. On voit, regardez ici, voilà, c'est cette zone-là. Donc, s'il passe au-dessus des 650, pour arrondir 640, 150, je continue à faire des achats sur des setups, des petites consos, des petites choses comme ça. Ok, ça, c'est un fait. On est dans la tendance, etc. S'il corrige, ça va être plus compliqué à travailler parce que vu qu'on est en flux haussier, il ne va pas falloir vendre trop tôt et se faire attraper par une fausse cassure par le bas, une petite consolidation qui n'est qu'une conso. Donc on va regarder, on va attendre que le flux éventuellement se retourne et du coup je vais surveiller quand même le plus bas précédent, là, le bottom. S'il passe en dessous, effectivement on a une petite conso qu'on pourrait jouer, mais il y a une zone qui est là et qui pourrait nous handicaper pour des ventes. C'est cette zone un petit peu polarité, on va dire vers 15 400 points. Donc, il ne va pas falloir aller trop vite. Moi, je dirais que le niveau que je vais surveiller, je vais reprendre mon Fibo de toute la vague de baisse. Ça va être le 50%. On va dire que tant qu'il est au-dessus du 50%, ok, on est peut-être dans une petite conso, mais ça va être un peu cavalier de vente. Par contre, s'il repasse sous les 50%, là, on pourrait avoir une baisse plus importante et pourquoi pas revenir chercher un support oblique vers les 15 000 points. Donc, ce que je vais surveiller sur le Nasdaq, pour noter, ça va être, on va faire des petites flèches, ça va être plus propre pour vous. Cassure du plus haut dans le flux, dans la tendance, on est un petit peu plus à l'aise. Sous les 50% plutôt des ventes. Et entre les deux, ça va être un petit peu plus délicat, un petit peu plus sport. Je peux éventuellement, si j'ai un top signal là-dedans dans cette polarité, ça veut dire que s'il vient chercher cette polarité tranquillement vers les 360 et que ça tient et que j'ai un W, une divergence haussière, il y a peut-être un achat un petit peu plus dangereux à faire sur ce repli, sur cette zone polarité qui est quand même assez magnifique. On voit bien quand même la décorrélation entre Standard & Poor's, Dow Jones et Nasdaq, donc il y en a forcément un qui ment. On va devoir surveiller de ça de très très près. Concernant le DAX, c'est un petit peu plus en range.
Le DAX, il est complètement en range, hein, il est dans une phase comme ça. Regardez les moyennes mobiles, il n'y a pas de tendance, ça s'entrecroise, c'est la fête. Il est venu retracer la moitié pile poil de la vague de baisse précédente. Vous voyez le range qui est ici. Il est toujours bloqué par les moyennes mobiles. Il est lourd, c'est vrai. Et du coup, on va surveiller attentivement ce range. À plus court terme, on peut voir un espèce de double top, mais il n'est pas vraiment après une grande vague de hausse, donc ce n'est pas très significatif. On a aussi la ligne de coup, rappelez-vous, du double bottom qu'on avait vu. On est venu pullbacker une fois, deux fois, et pour l'instant, ça tient. Bon, on va surveiller le gros bas de range, forcément. Ça va être un niveau qu'on va surveiller. Donc, évidemment, cassure ou signal d'achat là-dedans. Quoi qu'il en soit, ça va être un truc qu'on va surveiller. On va surveiller le 50% pour peut-être des achats un petit peu plus agressifs. Et évidemment, le 61,8 pour aller chercher le haut du range. Okay, donc, plutôt des achats un peu légers au-dessus des 16 070, plus agressifs au-dessus des 16 002 pour aller chercher le haut de range. Et pourquoi pas sur le bas de range. Okay, les plus agressifs tenteront peut-être si dès lundi on voit un DAX qui réagit à ce qui s'est passé en fin de séance américaine. Si on voit un DAX qui passe sous les plus bas de vendredi, on pourrait avoir une petite consolidation au moins jusqu'au bas de range. Donc on va dire que les plus agressifs tenteront, si on voit que ça casse les 850 sur des petites unités de temps. Il y a de la place, il y a de quoi faire quelques points. Pourquoi pas une petite vente sous les plus bas de vendredi pour aller rechercher la zone du bas de range, on va dire 15 600. Mais on va se contenter de surveiller ces gros niveaux. C'est vrai que je ne trade pas beaucoup le DAX. Ça m'arrive de temps en temps quand j'ai du top signal. Je préfère les indices américains, plus de volatilité, plus plus d'allure, j'ai envie de dire. Non, mais le Standard & Poor's, c'est le boss, donc forcément, on préfère. Et voilà, le CAC et le DAX sont devenus mou de chez mou le matin. C'est une tristesse absolue, à part vraiment exceptionnel contexte macro. Voilà, tu mets 2 heures à faire 10 points, c'est un peu relou. Donc, on le traite moins, mais on le surveille. Voilà, pour moi. Donc, je résume, important, surveillance du dollar aussi. Côté gold, le gold, il tient quand même malgré le rebond du dollar. Il tient bien, je trouve. Il est venu rechercher une zone de résistance qu'on a ici, le gold. C'est plutôt pas mal. Il y avait un petit drapeau qui était intéressant et je vais surveiller pour la semaine prochaine le 61,8. On est quand même dans une dynamique plutôt haussière avec une petite phase de conso ici, un petit drapeau. Moi, je crois qu'on le voit bien en 1 heure. Bon, il a été chamboulé avec les NFP, bien sûr. Je vais me surveiller, moi, un truc un peu plus simple, on va dire. Ça va être le 61,8, les 1985. Voir ce qui va se passer. Si ça continue à monter, si ça casse cette zone-là, pour aller chercher les 2030. Donc, ça va être un truc que je vais me surveiller pour la semaine prochaine. Côté pétrole, pour terminer cette partie, il pump, c'est cool. Il a finalement réussi à casser cette zone des 83. C'est assez joli, c'est un flux très haussier, c'est très beau à voir. Donc, il faut essayer de faire des petits achats sur des replis. Attention aux fausses cassures, on en a de temps en temps, des sorties puis des réintégrations. Mais voilà, il est quand même bien sorti 2 fois. Et on verra si ça revient sous cette zone des 83 ou pas. Mais pour l'instant, c'est plutôt haussier. À voir ce qui peut se passer, si on peut avoir un petit pullback vers l'ancienne zone de résistance. On va voir ce qui va se passer là-dessus, si on a un petit repli. Si ça continue à monter, faudra attendre des figures de continuation, des drapeaux, ce genre de choses. On surveille, un peu moins présent du côté du pétrole. On ne peut pas tout surveiller, bien sûr. Pour le Forex, les amis, je vous ai sélectionné 2-3 paires de Forex. Des paires avec des petites choses à surveiller. Alors, il y a un beau range à surveiller sur l'Eurocad, que vous voyez ici, on est en 1 heure. Un range à surveiller. On peut avoir effectivement sur l'Eurocad il y a quand même des news sur le Canada mercredi. C'est aussi assez corrélé au pétrole puisque c'est l'un des plus gros producteurs de pétrole du monde. Donc pour l'instant, l'Eurocad a, j'imagine, été un peu en PLS par un CAD en pleine bourre grâce au pétrole. Il va falloir quand même surveiller ce range. J'aime beaucoup, moi, les fausses cassures, c'est-à-dire on vient faire un nouveau plus bas et finalement une réintégration forte pour essayer d'aller rechercher le haut de range. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais c'est quelque chose qui est à surveiller. Du côté de l'Eurocad, on a l'AUD NZD que j'aime bien qui est sur un niveau intéressant. On a un gros support oblique. Regardez ici, on est en 4 heures. Un très gros support oblique qui est intéressant à surveiller, qui est convergent avec une zone qui a été résistance, support. Donc c'est un niveau intéressant. C'est un niveau qu'on va surveiller fort par ici, justement. On a eu une sorte de fausse cassure réintégration. Alors là, c'est plus court terme. Voilà, pour essayer de trouver un petit quelque chose, mais je n'ai pas tous les éléments qui composent puisque je fais un nouveau plus bas, mais je réintègre, mais je ne fais pas de nouveau plus haut. Donc, je vais plutôt essayer d'attendre un nouveau signal
plus proche de cette zone de support qui me plaît. Le CHF JPY me plaît bien également. Regardez comme c'est beau. Là, on a pareil ce range magnifique. Je vais enlever la liste pour que vous voyez bien. Très beau range. Zone basse 164,60. Zone hausse 166,40 on va dire. Là, on a typiquement ce que j'adore. Nouveau plus bas. Réintégration violente. On fait un plus haut que le précédent. Et donc, dans ces moments-là, ce que j'aime bien, c'est essayer d'acheter sur un repli, sur une tête de temps peut-être un petit peu inférieure. On va surveiller le 61,8 de cette fameuse réintégration violente. Et donc, si on peut venir chercher cette golden zone, on regarde s'il y a un peu de FVG, s'il y a quelque chose à travailler vers les 164,50. Vous voyez, un petit achat par là. Alors, des fois, ça ne passera pas et vous allez vous prendre un stop. C'est jamais 100%. Mais essayer de travailler un achat par là pour aller chercher le haut du range, ça donne toujours des ratios très intéressants quand ça passe à vue de nez. Hop, tac. Voilà, ça donne des ratios de 4, des ratios de 5. Donc, ça peut être pas mal. C'est une paire que j'aime bien. CHF, JPY que je surveille très, très fort. Et forcément, à l'inverse, on avait le GBP ACHF. On va surveiller ça de très près, qui est quand même moins en tendance. C'est une paire qui est en daily. On est dans un range complet. Mais il y a peut-être un petit quelque chose à jouer du côté du GBP CHF. D'abord, pour essayer de continuer à travailler la consolidation et pourquoi pas des petites ventes pour aller chercher justement ce bas de range. Et pourquoi pas surveiller cette zone un peu plus tard dans les prochaines semaines, les 1,1080, qui est un niveau intéressant pour acheter une divergence haussière ou quelque chose, ou justement encore une fois une fausse cassure par le bas. Donc ça va être une zone que je vais surveiller sur le GBP CHF. Je finis quand même par notre grand classique, l'euro-dollar quand même. Toujours dans sa Wolf Daily, la hausse du dollar, le rebond pèse. On fait un retour fracassant sur les plus bas. Toujours cette grosse Wolf. On avait pété le 61,8, revenu presque rechercher le 50, c'est reparti à la baisse. Donc là, c'est quand même full baissier, full dégueu. On n'a pas vraiment fait de nouveau plus bas, mais c'est très très moche, très très lourd. Attention à ceux qui veulent absolument acheter l'euro-dollar. Moi, je dirais qu'il n'y a rien avant la zone des 1,0550, qui est un peu moins que l'objectif de la Wolf. Mais cette zone ici en vert, un peu polarité à surveiller. Donc pour l'instant, flux toujours baissier, frustrant parce qu'à la base, on voulait prendre cette Wolf et on voulait shorter la Wolf ici. Mais rester 3, 4, 5 semaines en position pour gagner un ratio de 3-4 avec les frais que ça engendre d'être overweek sur les paires de Forex, c'est pas ultra intéressant. Il y avait certainement des choses à faire pour essayer de surfer sur cette baisse. On avait travaillé un niveau, on voulait vendre ici cette zone. La semaine dernière, c'était 61,8. Mais on n'a pas réussi à rentrer dedans. À voir s'il casse les plus bas, mais il y a beaucoup de pièges. Donc je vais plutôt privilégier les fausses cassures de range que j'aime beaucoup sur le Forex et les divergences quand il y en a des très très belles. J'ai remarqué que je n'avais pas changé l'overlay. Voilà, du côté de la vidéo. Pour finir, 2-3 actions et on finira comme d'hab par le Bitcoin. Quelques actions à surveiller. Il y a Baidu que j'aime bien, vous connaissez certainement. Baidu, on a une sorte d'ETE inversé avec une zone de résistance autour des 159-160. Donc à voir si ça peut casser par le haut, cette espèce d'ETE comme ça qui est assez sympa à surveiller. On avait Meg Energy qui fait, alors j'ai mis un petit café qui a été proposé par un de nos abonnés qui nous fait une tasse à vacances. Donc c'est une action intéressante, c'est dans les minéraux, dans le pétrole, dans le gaz, on est dans tout ce qui est énergie. Il y a une tasse à vacances intéressante, il y a du potentiel, on est très très loin des plus hauts, donc ça pour ceux qui aiment bien les figures de continuation, pourquoi pas. On avait, ça c'était Euraseo qui avait été recommandé par Tanguy, coach de l'équipe, avec une divergence haussière, qui est déjà un petit peu parti. J'aime bien ces 3M. 3M également, une action américaine qui est intéressante. Bien sûr, il va falloir surveiller les indices américains parce que si ça corrige fort, ça sert à rien d'acheter des actions. Mais si on voit que ça tient, pourquoi pas. 3M qui est sur une belle zone hebdo-polarité et qui est sortie de son canal baissier. Donc intéressant, peut-être attendre une confirmation par la cassure du précédent plus haut. Il y avait toujours Disney que je surveillais, mais il n'y a pas de signal sur Disney. Ubisoft également, je vous en avais parlé avec l'ETE parfaitement pullbacké là du côté de l'éditeur de jeux vidéo qui est quand même assez cool. Et puis Air France, bien sûr, ça m'a fait marrer parce que j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux faire croire qu'ils avaient fait un gain faramineux sur Air France à leurs abonnés. C'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du spectacle. Air France qui a pris 900 ou 1000%, 900% x10 la semaine dernière parce qu'on a eu un regroupement d'actions. Donc ça veut dire que la société elle a décidé de faire 10 fois moins d'actions sur le marché en circulation, mais que les actions valent 10 fois plus cher. En général, elles font l'inverse
pour plus d'échanges, plus de volatilité quand le prix d'une action est trop haut. C'est ce qui s'était passé sur Tesla. Là, Air France a fait l'inverse de façon à avoir des actions peut-être à un prix plus acceptable et peut-être voilà, pour des raisons que je ne connais pas. Mais en tout cas, il y a eu un regroupement. Donc, c'est-à-dire qu'un investisseur qui avait 10 000 euros d'Air France, bah, il a 10 fois moins d'actions, mais il a toujours 10 000 euros d'Air France parce que l'action a été multipliée par 10. Donc, c'est pour ça qu'elle avait pris 900%. Donc, attention, encore une fois, c'est pas possible d'Air France qui prend 900% en une journée. Moi, tout de suite, j'ai été voir, tac, tac, Google, Air France, actualité, boum, regroupement, on le voit vite. Donc, n'hésitez pas à toujours faire vos propres recherches, même quand vous suivez des gens que vous estimez compétents. Bah, faut toujours regarder, essayer de trouver des choses et confirmer avec ses propres choses de son côté. Voilà, je termine par le Bitcoin, les amis. Bitcoin qui m'avait fait plaisir, c'était sur la session de mardi, puisque je disais que la zone des 25-26 tenait et qui a été quand même assez intéressante, même si mon discours, bah, on parle de bull run, bull run, bull run. J'ai mis le petit drapeau à damier, hein. Ça sera let's go que quand il cassera les 32. Tant qu'il est sous 32, PLS, ok. Mais j'aimais bien cette zone polarité 25-26 et avec l'histoire des ETF Bitcoin et je ne sais plus le nom, j'ai oublié, peu importe, de la société qui avait perdu au départ un procès contre la SEC qui finalement voilà, a été débouté, où il y a eu une histoire, ils ont voulu sortir des ETF, la SEC elle a dit non et finalement le tribunal il a dit à la SEC elle n'a pas pris une bonne décision, bim, je ne sais plus le nombre, peu importe, ça a fait exploser les cryptos ce jour-là qui avait pris 7% le Bitcoin, voilà. Grosse pression vendeuse, on est revenu tout de suite tout en bas sur les 25 826. Donc ça prouve que pour l'instant, il y a une énorme pression vendeuse, mais on tient cette zone. Donc ça reste une zone forcément intéressante pour accumuler. Si on casse les 25, pas bon du tout. Pas bon du tout, on pourrait corriger vraiment très fort et aller rechercher la zone des 15-16. Et encore une fois, mon bull run, pour moi, le let's go, le top départ, c'est 32. Donc je dirais que cette zone elle est toujours intéressante pour quelqu'un qui a le même état d'esprit que moi, qui est archi fan des cryptos, qui ne veut pas faire de trading court terme, mais qui veut accumuler de la crypto-monnaie sur des niveaux qui lui paraissent intéressants, qui fait un peu de DCA, très bon pour en remettre une couche, voilà, en prenant en compte le fait que ça peut casser, qu'il peut derrière aller à 15, mais c'est un niveau intéressant. Mais pour celui qui pense que c'est le meilleur prix possible, bah, vaut mieux attendre qu'il casse 32. Pour celui qui veut vraiment prendre le bull run, vaut mieux attendre une confirmation, acheter peut-être un peu plus cher, mais que ça casse un niveau. Donc, on va dire les connaisseurs et ceux qui accumulent sans prendre en compte le prix très court terme, parce que voilà, ils ont une vision long terme, pourquoi pas. Mais celui qui cherche le signal, tac, c'est parti, ça peut créer une accélération, bah, c'est les 32. Donc, on est exactement toujours dans le même état d'esprit. Voilà, cette vidéo est un peu longue, 32 minutes. J'espère que je ne vous prends pas trop de temps, mais en tout cas, vous appréciez ces vidéos-là. Je vous remercie de nous suivre de plus en plus nombreux et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.